Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro info de la semaine, comme chaque samedi, où nous allons donc évoquer les sujets les plus éminents, disons. Et avec moi pour en parler aujourd'hui, Hassan Hayresh, docteur en sciences économiques. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et Merci. Bonjour aux téléspectateurs et à vos invités. Merci. À côté de vous, Boukhalifa Ben Mamar, merci Boukhalifa d'être avec nous. Vous êtes militant des droits de l'homme. Bonsoir Jamal, bonsoir à nos invités et bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci. Idir Onoren avec nous, qui est souvent avec nous d'ailleurs, militant et analyste politique, tout comme Boukhalifa, tout comme Hassan Hayresh. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et je salue nos deux amis Hassan et Boukhalifa et les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, aujourd'hui nous allons parler de cette hypervisibilité très soudaine de M. Ouyahia, qui du coup est en train d'être à l'avant-plan, sous les feux de la rampe. Il remplace quasi systématiquement le président à l'étranger. Il a fait des déclarations avec d'autres. Ziyari, l'ex-président du Sénat, je crois. Hein. De l'Assemblée. De l'Assemblée. On a parlé comme le seul remplaçant, nous a-t-il dit, possible du président, même pas candidat, remplaçant, c'est le seul qui peut remplacer. Et dans le même temps, donc, cette hypervisibilité d'Ouyahia a soulevé aussi le problème des réserves de change, qui vont en s'amenuisant. Nous allons essayer d'en parler. Puis le deuxième sujet, Ould Abbas, sa démission, très spectaculaire, que personne n'avait prévu. Et nous parlerons aussi des brutalités policières qui ont défrayé la chronique. Il y a une vidéo qui a fait le buzz. Et aussi des émeutes des jeunes de Bab el-Oued qui ont fait peur à tout le monde. Et tout le monde avait pensé que c'était enfin parti que la jeunesse allait descendre dans la rue. Nous allons d'abord voir les titres. Al-Watan, Jamal Ould Abbas, ex-secrétaire général du FLN. Je n'ai pas démissionné. Les hauts responsables ont estimé que je devais m'éloigner par Salimat Lemsani. Interligne, nuit d'émeutes et de violence à Bab el-Oued par Mélissa Naitali. Avpost, à Paris, Ouyahia qualifie les martyrs de mort et provoque une polémique par la rédaction. Alors, Ouyahia, le seul qui peut remplacer le président de la République, selon Ziyari, qui se lance. C'est tout à fait possible. Hein. Toutes les hypothèses, en fait, sont possibles dans un pays où la culture politique est totalement obscure, opaque, où on ne sait pas exactement qui est qui. Il y a une main invisible, comme dirait Adam Smith. Et cette main invisible, malheureusement, on ne peut pas savoir. Du reste, est-ce qu'il n'y a qu'une seule main? Est-ce qu'il y a plusieurs mains? On ne sait pas. Est-ce que ces mains-là changent? On ne sait pas trop. Il faut rappeler quand même qu'à l'Assemblée nationale, l'Assemblée des Nations Unies, ce n'était pas Ouyahia qui était parti quand même. C'est un événement très très important où les chefs d'État se sont retrouvés et l'Algérie a été représentée par son ministre des Affaires étrangères. Donc à ce moment-là, Ouyahia n'était peut-être pas encore... En odeur de sainteté. Voilà. Maintenant, son émergence brusque... peut-elle signifier quelque chose? Oui. Dans le même temps que Ould Abbas a été chassé. Oui, dans le même temps que les généraux sont sortis de prison. Tout à fait. Donc il se passe quelque chose. Il se passe beaucoup de choses dans ce pays-là, mais toujours en sourdine, toujours de façon... Dans la plus totale opacité. Personne n'arrive à avoir une information quelconque. Absolument. C'est incroyable. C'est pour ça que je faisais référence à Adam Smith qui parlait, lui, de l'économie, mais on peut généraliser, qui parlait donc de la main invisible. Et c'est tout à fait le cas en Algérie. Ce que dit Hassan est très juste. Hein. Je t'interromps, excuse-moi. Il a dit une main ou plusieurs mains. Et je te laisse terminer. Je crois qu'il a cadré. Mais c'est bien comme ça, je trouve, de discuter à bâton rompu, de s'interrompre les uns les autres. Hein. Que ce soit plus naturel, quoi, que nous discutions comme si on discutait vraiment. Et on discute vraiment. Le drame de l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas possibilité de visibilité.
aussi bien d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, etc. Les étrangers, nos partenaires étrangers, moi je travaille avec de grands groupes de temps en temps en tant que consultant, c'est une de leurs plaintes récurrentes. Monsieur Hiresh, on n'a pas d'interlocuteur valable, on n'a pas d'interlocuteur précis, on ne sait pas exactement à qui nous adresser. Parfois, on nous renvoie vers tel ou tel. Il se trouve qu'au bout de quelques semaines, ce n'est plus cette personne, on nous renvoie vers un autre, etc. On ne connaît pas nos interlocuteurs en matière économique, en matière d'investissement, en matière politique, parce que... Qui décide aussi. Voilà, en matière politique, parce que l'économique est régulé par le politique. Et donc, l'Algérie est bloquée de ce point de vue-là. Moi, je souscris totalement à cette façon de présenter un peu les choses, et j'irai quand même un peu plus rapidement. C'est au-delà de l'opacité. Donc on a une absence quand même, même s'il y a des institutions de façade qui sont là, mais elles ne sont pas réelles, elles ne sont pas l'émanation d'une quelconque souveraineté populaire. Absolument. À partir du moment où il y a ce déficit de souveraineté, de légitimité réelle, donc qui sait qui fait quoi, au nom de quoi, donc on s'est habitué malheureusement depuis pratiquement l'indépendance de l'Algérie. Non, mais là l'indépendance, vous savez plus ou moins, il y avait Boumedienne, et les gens autour de lui, et puis Chadli, Balkhair et ceux qui sont autour. Mais là, on ne sait rien. Non, à un certain moment, nous pensions tous que c'était Saïd Bouteflika, donc qui remplaçait son frère au pied levé, et Gaïd Saleh, et ceux qui sont autour de Gaïd Saleh. Mais là, on ne sait même plus. On ne sait pas qui a chassé Gaïd Abbas, qui veut que Ouihia puisse apparaître. On ne sait pas qui a mis les généraux en prison, qui les a fait sortir, qui a déclenché l'affaire de la cocaïne. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui est derrière. Et le drame, c'est qu'on est dans l'incapacité totale d'évaluer, ni de nommer, ni de faire incarner ces rapports de force. Oui, exactement. Par un quelconque groupe de personnes. Absolument. En vue d'un changement. Au moins qu'on sache à quoi s'en tenir. Tout à fait. Donc là, c'est au-delà de l'opacité la plus importante, le déficit démocratique. Oui, donc exactement. Aucune institution n'est l'émanation réelle d'une quelconque souveraineté. Donc les rapports de force se font dans l'opacité, la plus absolue aussi. Et donc rajouter à cela la dimension économique, donc à l'image du politique, qui se fait dans les arcanes dont on ne sait pas comment les marchés sont obtenus, on ne sait pas sur quelle base ils sont attribués. Les nominations des grands serviteurs de l'État, tout à fait, les limogeages. Tout à fait. Oui, tout mais à le fait. problème... Ça rentre dans le cadre des prérogatives présidentielles, des nominations des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs, etc. etc. Pour revenir à la pardon. En l'occurrence, oui. puisque ça ressort des prérogatives du président, que ce n'est pas lui qui les exerce. Oui, tout à fait. Ça veut dire qui les exerce à sa Hassan place. l'a dit tout à l'heure, il y a une main ou plusieurs mains. Moi, je parle de fondé de pouvoir du président de la République. C'est qui Je crois que dans l'édito, là, pour je ne sais plus quel journaliste a dit, les hauts responsables qui ont suggéré à M. Daves d'aller se reposer un petit peu. C'est lui-même de s'éloigner. Pardon. C'est lui-même qui le dit. C'est qui ces responsables? Il faut qu'il les nomme. Absolument. Là, on a l'archétype d'un pouvoir politique qui s'immisce dans les affaires organiques internes d'un parti politique. Quel que soit ce parti politique, même si c'est le FLN. Donc, moi, je l'ai toujours dit, il faut qu'on coupe le lien organique entre l'État et le RND compris, hein, entre l'État et les partis politiques de type RND, FLN. Il faut leur couper les liens organiques. Quand vous voyez M. Dabas dire l'État, c'est moi. Non, mais pour le moment, nous sommes à Ouihia. C'est Louis XIV, très bien. Pour la visite de Ouihia. Vous commentiez un peu les déclarations de Ouihia en France. Il a déclaré des choses absolument psychédéliques. Hein. Il a parlé de grandes réalisations, tout à fait. De victoire du président. Mais c'est à croire qu'il parlait d'un autre pays. Tout à fait. La visite d'Ouihia en France, donc, c'était les fêtes du 11, enfin la célébration du centenaire de l'armistice, du 11 novembre, pardon. Il y avait un parterre de chefs d'État, il y avait Trump, il y avait Poutine qui a eu du retard mais qui est arrivé, il y avait Merkel, il y avait tous les grands de ce monde.
il a fait un public reportage sur les 20 années de la présidence de M. Bouteflika. On avait l'impression qu'il nous disait la stabilité, La paix, la continuité. Juste, j'ouvre la parenthèse pour l'histoire de mort ou pas mort. Oui. Ça, c'est à consommation interne et c'est bon, c'est les courants hyper Ça, mais ça a fait le buzz, hein. Le fait qu'il n'ait pas dit 1,5 million de martyrs, mais de morts, ça a fait le buzz. Oui. Mais ça, c'est à consommation interne. Moi, ce qui m'a frappé d'abord... Moi, je pense que c'est un signe. C'est peut-être justement les adversaires de Yahya qui peut-être est sur les rails et qu'on lui a sorti ça parce qu'on ne pouvait pas lui sortir autre chose. Oui, ce que je veux dire par là, Yahya, je suis désolé, monsieur Yahya, pardon, s'est présenté au pupitre avec des feuilles volantes. Il était emprunté, il n'était pas sûr de lui. Dans son discours, il y avait 2-3 feuilles, ça c'est au niveau de la dynamique gestuelle, qui était à relever, indépendamment du fait qu'il ait parlé de mort ou de parler de martyr. Oui. Mais quand il a parlé de la continuité, est-ce que finalement, il ne disait pas aux grands de ce monde, pas tous, mais la bonne demi-douzaine de chefs d'État qui sont intéressés à ce qui se passe en Algérie et dans la zone nord-africaine, voilà, nous allons pour la continuité. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand la proposition de M. Ziari de remplacer Bouteflika par Yahya, il faut reconnaître une chose, M. Ziari est d'un autre tonneau que M. Ould Abbas ou Saïdani, etc. Est-ce qu'il à quel titre il parle? La véritable question qu'on doit se poser. On peut supposer qu'il ne parlait pas de son propre chef. Non, non, justement, à quel titre? Et est-ce qu'il a été mandaté? On ne peut pas en douter. La question se pose à ce moment-là, mandaté par qui? Voilà. Donc, ça va, je rejoins l'avis de Hassan et de Bouhalfa, il y a plus d'opacité, plus d'ombre, plus de... Il n'y a pas de visibilité, on ne peut pas avoir... parce que tout ça doit être lié, on est emperlé là. Quand vous voyez ce qui se passe au niveau de l'APN, quand on a cadenassé l'APN, quel signe donnent les députés qui ont un mandat national, quel signe ils donnent aux populations? Demain, un groupe d'ingénieurs et de travailleurs du Sud vont aller cadenasser son attaque. C'est des pratiques surréalistes, je veux dire, dans un pays de droit. Mais quand vous parlez de qui l'aurait mandaté, Ziari, et la question de l'UE, est-ce que vous posez la même question? Qui a mandaté l'UE pour attaquer? Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un couac à ce niveau-là, puisque le secrétaire général a désavoué l'UE. M. Ould Abbas, encore en poste, a désavoué l'UE. D'ailleurs, certains pensent que c'est pour ça qu'il a sauté. Oui, deux choses l'une. Quand vous voyez M. Yahya, qui serait absolument le seul à pouvoir remplacer, c'est ce que vous avez dit. C'est ce qu'a dit Ziari. Oui, je suis désolé. M. Yahya s'est auto-qualifié excusez-moi du terme, de sale besogne, je sais pas quoi. L'homme des sales besognes. Moi, j'ai tout simplement envie de lui dire que l'Algérie, s'occuper de l'Algérie, la présider pour un état de droit, pour de la démocratie, pour l'émancipation des populations, ce n'est pas une sale besogne. Donc, vous n'êtes pas qualifié à le faire. D'abord, ça c'est le premier élément. Et deuxièmement, il faut que vous assumiez votre parcours. Et ce qu'a dit Louh, c'est la vérité. Il a mis toutes les entreprises publiques, ce qu'on appelle les entreprises publiques de Wilaya. Oui. Il les a toutes dissoutes. Il a mis des cadres incarcérés. Il a mis des cadres qui ont été incarcérés pour rien et qui ont été blanchis 2, 3, 4 années après. Oui. L'opération main propre, je suis désolé, elle lui a valu que des désagréments et on n'a jamais vu main propre sur des lampistes. Tout à fait, en plus sur des lampistes. Mais l'attaque de Louh, quelqu'un veut... C'est des réseaux de toute façon qui s'activent, mais encore une fois, comme on est dans l'incapacité de voir l'incarnation de ces rapports de force, par qui sont-ils incarnés? On ne peut que spéculer. Publiquement, je veux dire, Bouhalfa. Voilà, tout à fait. Parce que si on a un groupe, disons, comme il se faisait il y a une quarantaine d'années, donc à l'intérieur du système, on arrivait quand même à identifier un peu les rapports de force. Puisqu'il y avait le parti unique, on était dans la logique des organisations de masse. Le parti, donc il y avait l'armée qui siégeait quand même au comité central du FLN. Les nominations donc, qui se faisaient à l'intérieur du FLN indiquaient l'orientation. Donc à chaque fois qu'une personne était nommée inspecteur général des armées, donc on voyait quand même quelle tendance et quel fil de militaires allait et dans quel sens ça allait. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc l'État n'est plus incarné, d'une part, donc, sauf par ces institutions de façade qui, encore une fois, n'ont aucun fondement démocratique. Absolument. Qui ne sont pas elles-mêmes incarnées. Voilà, qui ne sont l'émulation d'aucun rapport de force démocratique, qui dégagerait une majorité dans la société, qui porterait un projet ou qui serait une coalition en vue d'une reconstruction nationale. On n'est pas du tout dans cette optique.
on est pratiquement Dans des articulations tactiques, claniques à objectifs limités. et dans l'opacité la plus J'aimerais réagir sur 3 points. D'abord, concernant la réaction de Louh, ministre de la Justice. L'attaque frontale, Oui, l'attaque, oui. violente. Hein. D'abord, il est vraiment mal placé pour donner des leçons. C'est sûr. Parce que sous son règne, si je peux parler ainsi, des journalistes ont été mis en prison. Et lui, il parle d'indépendance de la justice. Voilà. Ouais. Donc, des journalistes ont été mis en prison, des militants des droits de l'homme ont été mis en prison, des économistes ont été mis des entrepreneurs ont été mis en prison, des artistes ont été mis en prison, etc. Et on a vu que c'était vraiment une justice à 2 vitesses, des gens qui ont été condamnés d'avance. Oui. Des avocats qui ne peuvent pas faire leur travail. Donc, M. Lourd est vraiment malvenu. C'est le plus mal placé pour donner des leçons. Vu son statut, oui, tout à fait. Absolument. Vu ce qui se passe, effectivement, dans son ministère. Et le comble, c'est qu'il critique son Premier ministre. C'est ça qui est complètement hallucinant. Ça veut dire qu'il fait partie du gouvernement de Ouyahia. Pas de solidarité. Il faut être en Algérie pour faire ce genre de choses. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais justement réagir. Le système algérien est un système schizophrénique, Jamaldine. C'est un système schizophrénique depuis 1962 ou même avant, depuis, grosso modo, l'assassinat de Abban Ramdan. D'abord, on a le GPRA et on a l'état-major. On ne sait pas trop vraiment qui détient le véritable pouvoir, même à l'époque. Ensuite, il y a eu l'Assemblée nationale constituante et Ben Bella qui ramène une constitution faite dans un cinéma. Ensuite, on élit du maire, donc de l'Assemblée de la classe populaire communale, jusqu'à l'Assemblée, jusqu'à la présidence. On élit un maire, un président d'APC. Mais qui a le pouvoir? C'est le chef de Daïra. L'essentiel du pouvoir. C'est le fonctionnaire. Voilà. Ce n'est pas l'élu. On élit un président d'APOE, l'Assemblée populaire de Ouali. Mais qui a le pouvoir? C'est le Wali. Ouais. On élit une Assemblée nationale, populaire. Qui a le pouvoir? C'est l'exécutif. Ouais. On élit un président. Qui a le pouvoir? C'est l'armée. C'est la fameuse main invisible. L'armée, les services secrets, etc. Voilà. Le dernier point est très important sur lequel je voulais revenir. C'était à propos de la célébration du centenaire du 11 novembre. C'est tout simplement que nous, ici, on rende hommage aux tirailleurs algériens. Parce que personne n'a parlé d'eux. Macron a parlé des tirailleurs sénégalais, africains, etc. Mais les nord-africains ont été totalement oubliés. Des milliers d'Algériens, de Marocains, Tunisiens, là, sont dans les cimetières principaux, dans les Ardennes, un peu partout, dans le nord de la France particulièrement, et personne ne leur a rendu. On parle plus des tirailleurs marocains qu'algériens. Absolument. C'est pour les Algériens sont les tabors marocains. Tout à fait. Oui, voilà. Tout à fait. Les Algériens sont totalement oubliés. Verdun, même ignoré. Les Ardennes, etc. C'est des milliers de tombes de soldats algériens. Et voilà, j'aimerais avoir une pensée avec vous, une pensée pour eux. Elle est la bienvenue et merci de nous la... Alors, j'aimerais qu'avant de passer à un autre sujet, d'abord, je tiens à signaler quelque chose. Le ministre de la Presse ou de la Publicité, comme on l'appelle les journalistes, ministre de l'Information, c'est ça? Oui. Si je ne m'abuse. C'est ça. On n'entend plus parler de lui. Je voulais juste le signaler. Rien. Il ne bouge pas une oreille. On dirait qu'il... Mais sinon, nous allons passer au sujet des réserves de change, mais très rapidement. Elles s'amenuisent de plus en plus. Certains ne leur donnent pas 2 ans. Et sachant que ce régime n'a pas d'autre possibilité de création de richesse que les ressources naturelles et hydrocarbures, rien. Il ne peut pas... Alors, pour son fonds incompressible destiné aux dépenses, qui est à peu près de 70 milliards, etc. Il a besoin de moitié de puiser dans les réserves de change. Or, ces réserves de change ne tiendront pas plus de 2 ans de l'avis de tous les spécialistes. Qu'est-ce qui va se passer après, quand il n'y aura plus de réserves de change, et si le pétrole ne remonte pas à ces plafonds historiques considérés comme miraculeux? Moi, je vais aborder le problème sous l'angle politique. Oui. M. Bouteflika et ses gouvernements successifs ont été donc
au pouvoir pendant 20 ans. Oui. Et pendant toutes ces années, nous ont amené, à fabriquer de la fausse monnaie, la planche à billets, je parle sous le contrôle de mon ami Hassan, et deuxièmement, mais qui est responsable de ça? Et avec toutes ces inconséquences, on sollicite un mandat de la continuité. Oui. Mais je pense que c'est surréaliste. Par contre, Hassan aura infiniment plus d'expertise pour en parler sur les questions économiques. Quand vous voyez les réserves de change, au niveau des transferts sociaux, comment on va faire? Au niveau des produits de première nécessité, Qui sont au soutenus niveau par de l'État. l'énergie, au niveau de l'eau, Au niveau tout ça va des flamber. carburants. Et oui, de Ouais. l'énergie en règle Ouais, ouais. générale. C'est toutes ces questions qui sont posées. Et le fait nous avons eu une économie, et je m'excuse, Hassan peut me corriger, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cap économique et qu'on est là à exercer des mesures paramétriques uniquement pour passer d'une étape à une autre. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de perspective. Exactement. Le souci, c'est celui-là. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est 20 ans avec un baril à $140. Oui. Je vais digresser là et je laisse la parole à Hassan ou à Abou Khalfa. Est-ce qu'on a fait le bilan d'ailleurs de 2 événements culturels importants pour eux? Tlemcen, capitale de la culture islamique, et Constantine, capitale de la... Est-ce que les commissaires... Est-ce qu'il y a eu un argent fou qui a été englouti? Est-ce qu'il y a eu un bilan présenté aux Algériens? De mémoire, je ne pense pas qu'un ministre de la culture arabe se soit déplacé à Constantine durant toute l'année. Donc c'est toutes ces questions. Voilà, j'en avais terminé. Monsieur, c'est de vraies questions. Hein. D'abord, d'un point de vue budgétaire, effectivement, ça va être un très très gros problème parce que sur 80-90 milliards de dollars de réserves, effectivement, comme vous l'avez signalé, Monsieur Jamal Eldin, c'est que aujourd'hui, le prix du pétrole fera que le différentiel, ça va vraiment grignoter sur ces réserves-là. Donc si ça tient 2 ans, c'est déjà un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques que le prix du pétrole chute pour différentes raisons. D'abord, s'il y a un règlement du conflit yéménite, parce que ça fait partie aussi des points qui font que le pétrole puisse augmenter ou descendre. Oui. Bon, il y a aussi une réunion en Libye avec différentes factions, etc. Il n'est pas impossible aussi qu'il y ait une baisse de tension dans ces 2 pays-là. Et donc une hausse de la production. C'est ces deux guerres. Et depuis hier ou avant-hier, il y a le stock des États-Unis qui est remonté. Oui. Voilà. Il y a aussi le fait que l'Arabie saoudite est en conflit avec l'Iran et qu'elle essaye d'étouffer l'Iran en essayant justement de faire baisser le prix du pétrole pour mettre encore plus en difficulté son adversaire de la région, donc qui l'empêche de jouer le rôle. C'est-à-dire que les perspectives sont encore plus sombres qu'on le pense. Absolument. Et que ces réserves de change, elles pourraient fondre du jour au lendemain quasiment. Sauf événement si l'effet panique, exceptionnel. par exemple, se mêle de la partie, si des effets pervers s'invitent à la situation, donc tout peut arriver. Mais qu'est-ce qui se passerait si demain, il n'y a plus rien dans les réserves de change? Il y aura difficulté à payer les fonctionnaires. Parce que... Mais nous importons tout ce que nous consommons, y compris le pain. Absolument. Un économiste m'a fait une brillante démonstration. Il m'a démontré que le pain est importé à plus de 90%. Mais c'est clair, justement. Donc, l'Algérie est le 2e importateur de blé dans le monde après l'Égypte. Oui. Pas seulement de blé, de tout, quoi. De tout ce qu'on consomme, même le poulet. Oui. Parlons du pain, Hassan avait raison. Voilà, parlons du pain. Qu'est-ce qui risque d'arriver si demain, dans une configuration, il n'y a plus d'argent dans les réserves de change? Est-ce que nous pouvons compenser, par exemple, par de l'endettement extérieur à un tel niveau? Oui. Un tel niveau de besoin. Ça veut dire de 30 à 40 milliards par an. C'est tout à fait possible, mais dans des conditions extrêmement défavorables à l'Algérie. Parce que dans un contexte d'instabilité, dans un contexte de difficulté financière, il va de soi que le risque Algérie va augmenter et donc l'argent
du FMI ou de la Banque mondiale, et, évidemment, taux d'intérêt très Le loyer de l'argent va augmenter. Absolument. Donc l'endettement va s'accélérer, va être encore plus important que prévu, et donc l'Algérie sera véritablement en difficulté. Donc très mauvaise condition. Absolument. Donc les rentes du pétrole risquent de chuter de façon vertigineuse. Il y a l'argent des émigrés qui auraient pu faire face en partie. Comment dire, le budget potentiel, l'argent potentiel de l'immigration, c'est 10 à 20 milliards de dollars. Mais qui ne rentrent pas. Qui ne vont pas rentrer. Ou alors qui rentrent de façon informelle. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Oui. Vous savez, le premier cours d'économie aux étudiants en première année, on leur dit qu'un facteur de stabilité économique et de développement économique, c'est la confiance. La confiance entre les différents acteurs, entre l'État et les citoyens, entre les banques et les entreprises, etc. Ce qui est loin d'être le cas en Algérie. Et donc, on est loin du compte. Et nous sommes donc effectivement dans une difficulté où on peut faire appel encore un moment à la fausse monnaie dont parlait Diron il y a un instant. La fausse monnaie n'importe rien. La fausse monnaie, elle fait tourner les elle peut rouages apporter, internes. elle peut apporter une inflation Voilà, qui peut s'accélérer, et l'inflation fera qu'il y aura effectivement une diminution du pouvoir d'achat des Algériens. C'est de manière mécanique, ça. Voilà. Et qui dit diminution du pouvoir d'achat, dit plus grande difficulté, dit instabilité sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 15 millions d'Algériens qui sont en difficulté. Demain, il y en aura plus. Et on risque effectivement d'aller vers on risque la situation du Venezuela. Boukhalifa. Alors, en fait, pour prendre en contraste, il n'y a qu'à voir ce que font nos voisins marocains. Ils ont quand même un système bancaire, même si ce n'est pas une démocratie. Ils ont un système bancaire qui fonctionne. Le taux de transfert de la communauté marocaine établie à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de marché parallèle chez eux. Vous ne vendez pas les monnaies étrangères dans le marché parallèle, il n'existe pas. Donc vous pouvez les transférer. Le taux de transfert est élevé. Je crois 7 milliards de dollars, il me semble, quelque chose comme ça. Même plus. Et les investissements qui passent par des canaux bancaires légaux. Et il y a 2 fois plus d'Algériens à l'étranger que les Marocains. Tout à fait. Et le système bancaire existe. Et contrairement à nous, les Marocains exportent le blé. Et pour leur consommation interne, donc ils sont pratiquement en autosuffisance. Ils exportent les tomates, ils exportent les olives, l'huile d'olive. Et le paradoxe des paradoxes, ces produits-là, qui sont vendus sur des marchés internationaux, sont achetés par l'Algérie. Donc, les Algériens consomment beaucoup de produits de leurs voisins, mais qu'ils n'achètent pas directement à leurs voisins, mais qu'ils les achètent 30, 40, 50% plus cher parce qu'ils les achètent sur le marché international. Alors, ce que je voulais dire juste par rapport à tout ça, c'est que dans le marché national algérien, source Banque d'Algérie, il y a plus de 70 milliards de dollars dans l'informel en Algérie qui circulent. C'est un élément aggravant. On a eu à le dire sur le plateau, M. Benchenouf, cet argent, il génère tellement d'argent, ça nous a donné des promoteurs immobiliers véreux. Cet argent, une fois qu'il est accumulé, qu'il ne peut plus être investi, il devient mafieux. Et là, on peut parler de drogue, de trafic d'armes, de trafic de plein de choses. Et ça, c'est un facteur aggravant, d'autant que ce marché informel, et je parle encore sous l'autorité de Hassan, génère des emplois. Oui, bien sûr. Des emplois, chacun a son secteur. Génère la corruption. Aussi, bien évidemment. Comme la mafia aussi génère des comme emplois. vous savez que le budget de fonctionnement du royaume marocain est de 35 milliards de dollars. Nous, dans l'informel, on a 2 fois le budget de fonctionnement du royaume chérifien. À propos des emplois, je rappelle que Cévital, dirigé par l'industriel connu Issa Al-Brab, a proposé, si on lui donnait la possibilité d'utiliser le port de Cabginet, il a proposé 1 million d'emplois directs et 1 million d'emplois indirects. Et vous croyez que c'est possible de créer comme ça, en si peu de temps, 1 million d'emplois? Est-ce que ce ne serait pas un peu démagogique de l'isbrouf? Non, je pense que c'est possible. 1 possible. million d'emplois? C'est possible. En direct et en indirect. C'est possible, oui. Mais c'est sur un laps de temps donné, peut-être sur une trentaine d'années. Oui, mais il n'a pas dit sur 20 ans. Il a dit créer 1 million d'emplois. Les gens ont pensé que ça allait être fait très vite.
Mais créer 1 million d'emplois, ça relève quasiment du miracle économique. Oui, mais la question que moi j'aimerais bien poser, quand il dit, donc je reprends un peu votre propos, docteur, dans le sens où il dit « donnez-moi », c'est-à-dire que quels sont les termes que cet industriel et beaucoup d'autres d'ailleurs proposent? Est-ce que c'est des partenariats? Est-ce que c'est des zones franches? Est-ce que la législation sociale y aura droit de citer? Est-ce qu'on va avoir des emplois au rabais? Ce qu'on a actuellement. Au début des années 90, on a eu une espèce de filet social. Donc moi, j'ai vu des promos de camarades qui étaient des ingénieurs, même des médecins travailler dans le cadre du filet social, toucher 2500 dinars en s'acquittant de quelques tâches. Alors, la proposition, aussi simple, elle est réelle. Les salaires de Cevital sont nettement supérieurs aux salaires du public, du secteur public. Ça, il faut le savoir. Et je pense que quand Arbrab avait fait cette proposition, c'est dans le contexte juridique et économique du pays. Et nous allons passer, si vous le permettez, au sujet suivant. Ould Abbas, la démission. J'aimerais qu'on nous passe l'article de Ould Abbas où il dit « Je n'ai pas démissionné ». Donc c'est très important. Il dit donc après avoir dit qu'il avait démissionné, après avoir dit « J'ai remis un certificat médical de 45 jours », après avoir dit « Non, je suis malade ». J'ai dû me reposer, ma santé passe avant tout et tout. Maintenant, C'est un cahier de correspondance entre ses mandants et lui-même en disant « Je m'excuse, je suis absent pour 45 jours ». Et là, il dit mais les responsables, quand ils ont appris que j'étais malade, ont voulu m'éloigner. Alors, regardez. Est-ce qu'on peut lire le titre? Alors, Ould Abbas est secrétaire général de... Je n'ai pas démissionné, les hauts responsables ont estimé que je devais m'éloigner. Alors, c'est la première fois qu'il parle de haut responsable. D'habitude, il parle toujours du président. Fakhamatuhu, monsieur le président de la République. C'est la première fois qu'il dit les responsables. ont voulu m'éloigner. Il y a un changement de paradigme, il est rejoint par la réalité. C'est qu'à un moment donné, il pouvait se prévaloir à sa... il reste l'auteur de ses propos, il pouvait se prévaloir d'une certaine proximité avec le président de la République. D'ailleurs, de manière ostentatoire, disant que lui ne recevait ses directives que du chef du FLN, qui était en l'occurrence le président de la République. Maintenant, si, encore une fois, stricto sensu, si on essaie de lire ce qui se dit, les hauts responsables, mais encore une fois, ça participe à tout ce charivari où on a un télescopage de responsabilité. Lui, il est venu remplacer un Saïdani. De façon illégale, il faut le rappeler. Hein. Oui, et puis il y a eu... Il n'a pas été élu par le comité central. Tout à fait. D'ailleurs, il ne l'a jamais convoqué. C'est une nomination. C'est une nomination, une désignation. Et rappelez-vous dans quelles conditions les élections législatives se sont produites, où lui et son fils vendaient carrément les sièges. Ils ont été pris la main dans le sac par la gendarmerie. Il a éloigné son fils, il a réussi quand même à le soustraire à la justice. On dit même que les sommes leur ont été remboursées par le parquet. Les sommes saisies. Rendues. Rendues. Voilà. On dit que la gendarmerie a saisi une somme importante en devises et en dinars au Club des Pins, dans le domicile de Ould Abbas, avec des listes cochées de gens qui avaient payé, qui avaient été donc désignés à des sièges d'élus. Éligible, et qu'après, quand on a étouffé l'affaire, la somme d'argent lui aurait été restituée. Mais vous imaginez dans quel... c'est-à-dire qu'un monsieur comme celui-là qui n'occupe pas vraiment un poste important... Oui, c'est un relais. Tout à fait. Mais vous imaginez sur des relais où transitent des postes de responsabilité beaucoup plus importantes avec des incidences sur des transferts de volume, d'argent, de responsabilité, n'allant pas à la corruption régalienne où on a pratiquement les gens qui sont chargés, par exemple, de l'importation du matériel, que ce soit en direction du civil ou du militaire. Là, je pense que le peu de journalistes d'investigation que l'on a devraient plutôt s'intéresser à ces secteurs qui sont très importants. Et je voudrais savoir, si vous permettez, d'abord deux choses. D'abord, Ould Abbas, pourquoi a été chassé maintenant? Lui qui a été un nervi hyper zélé des maîtres du jeu, quoi, de la fratrie Bouteflika. Pourquoi il a été chassé maintenant? D'abord, il y a ça.
Pourquoi ça coïncide avec comment dire, le débarquement de Bouhaja, le président de l'APN, qui a été remplacé par Bouchareb de façon illégale? Et pourquoi le même Bouchareb l'a remplacé lui, de façon tout aussi illégale? Comme si on voulait mettre ce Bouchareb en exergue, avec sa dégaine de jeune premier, sa belle voix grave, de ténor. Comme si on voulait Ah, vous voulez des jeunes? Voilà, il y a des jeunes, ils sont là sur le marché, on est en train de vous les préparer. D'ailleurs, regardez, en si peu de temps, président de l'APN, président du FLN, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il faut ramener ça, moi je pense à la lecture exclusivement politique. D'Abbès d'émission ou pas d'émission, comment aborder cette question? Il faut dire que le système, à l'intérieur du système, n'ont jamais externalisé leur crise. Elle se réglait toujours à l'intérieur du système, dans la discrétion, dans des heures, mais ils arrivaient à ce que j'appelle, moi, la neutralité positive. Avec l'affaire du général Hamel, quand il assène publiquement celui qui veut lutter contre la corruption, il faut qu'il soit propre lui-même. C'est pour la première fois, j'ai des souvenirs d'étudiants où je m'intéressais à la chose politique, que la crise à l'intérieur du système s'est externalisée, elle a été reprise par la presse et par les populations algériennes. Je dis bien les populations, parce que chaque région a sa lecture, au-delà du régionalisme connu et reconnu et acté. Donc à partir de ce moment-là, quand vous voyez tous les couacs qu'a subi Yahya, Sellel, quand vous voyez le secrétaire général du Tebboune, oui. Moi je le dis souvent, le pouvoir présidentiel, parce que c'est à lui constitutionnellement qu'il revient dans notre système, à nous, de procéder à tout. Le président de la République a des pouvoirs exorbitants, au-delà de l'armée qui est à côté. Je parle déjà d'un point de vue formel. Oui. À partir de ce moment-là, quand ce pouvoir exorbitant est entre les mains d'un seul homme, il exerce son aspect régalien, il exerce à tous les niveaux. Même un chef de daïra ne peut pas, excusez-moi le terme, sortir sans avertir son chef. Oui. Vous comprenez? Oui. Et là, nous voyons que tout le système, à tous les échelons du système, il y a comme une espèce de débandade. De débâcle. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est quand Ould Abbès dit, là, c'est les hauts responsables. Il ne faut pas qu'ils prennent l'élite algérienne et les populations algériennes pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des gens qui réfléchissons un peu. Et nous aimerions bien savoir la question qui se pose. Je me permets de vous interrompre, oui, je vous rends la parole. D'accord. Je vais vous montrer une image où réellement il nous prend pour des débiles, M. Ould Abbès. Réellement, très sérieusement, vous allez assister à une mise en scène avec une de ses secrétaires où il fait semblant d'avoir été appelé par la présidence directement en parlant au micro. Écoutez-le. Oui, on vous attend. Ils attendent. شكون؟ فوق. عندك un appel important. مين؟ La présidence. La présidence. دوخني هذه واعرة شوية نمشي. قول له يستناو شوية راني جاي. Alors, il chuchote à sa secrétaire au micro. Hein. Il lui chuchote. La présidence. Dis-leur d'attendre. Mais entre autres, qu'est-ce qu'il demande au début? Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils me suspendent. Hein, c'est affligeant, c'était un peu désespérant, c'est affligeant, c'est désespérant. Je revenais à cette démission. En plus, on prend un nouveau président de l'APN qui a été installé sur un forcing et que maintenant il se retrouve secrétaire général ou membre d'un directoire ou président du directoire au niveau du FLN. Il faut que ça cesse. Je voudrais juste interpeller un peu mes camarades ici et peut-être les téléspectateurs qui peuvent éventuellement souscrire. On a laissé passer par rapport au FLN le fait que le président ait lancé le fameux Front populaire. Qu'est-ce que ça cache derrière ce Front populaire? Peut-être l'idée de mettre le FLN à la poubelle? Entre autres, c'est la piste que je voudrais exploiter. Mais comme vous savez, le président de la République est atteint d'un syndrome qu'on appelle le syndrome d'hubris. Il faut que les gens lisent hubris.
à la fois de l'autorité, de la mégalomanie, etc. etc. Et ce n'est pas une attaque ad hominem, c'est dans la réalité des choses. Il est réputé pour être un manœuvrier, un intrigant. Il n'est plus le là. souci, oui, non, peu importe, on reste dans l'aspect formel des choses. Parce que même s'il n'est plus là, le monsieur le plus proche, c'est son frère. Son fondé de pouvoir, ça peut être que lui. Oui. Ce que je veux dire par là, par rapport au Front populaire et par rapport au FLN, c'est que, parce qu'il ne veut pas, la légitimité historique avec le décès de M. Haït Ahmed, plus personne ne peut s'en prévaloir. La légitimité révolutionnaire avec les armes à la main, le dernier des moudjahids en armes, et j'espère qu'il est en bonne santé, ne peut plus aspirer à n'importe quel type de poste à l'intérieur du système de l'État ou des collectivités. Moi, je pense, et j'invite mes amis là à réfléchir là-dessus, c'est de dire, est-ce que M. Bouteflika ne veut pas assassiner le FLN pour qu'il ne lui survive pas, à lui. Alors, la réponse est surtout parler de Ould Abbas. Pourquoi il est parti? Comment? Et pourquoi à ce moment-là précis? D'abord, une première remarque, c'est l'arroseur arrosé. Ouais. Parce qu'on a entendu ses propos à propos de Bouhadja, Ouais. et puis quelques semaines après, c'était son tour. Voilà. Voilà. Donc, c'est assez théâtral. On voit. Absolument. Le problème de l'Algérie, M. Benchenouf, c'est que, nous sommes dans une véritable monarchie. C'est une république monarchique. Parce que, comme disait si bien M. Honoren, les pouvoirs sont concentrés. Avec succession transversale. Oui, éventuellement. Mais de toute façon, il n'y a pas de règles. Il y a des règles à l'intérieur du palais, mais tout ce qui est constitutionnel, au niveau des élections, au niveau des partis, etc., tout ça, c'est pour amuser la galerie. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans un régime despotique, et une monarchie, encore une fois, républicaine ou une république monarchique, je ne sais pas de quelle façon le dire. Mais surtout, c'est que les acteurs qui sont dans ce théâtre-là sont sur le registre de l'affect et non pas de l'objectivité, de la rationalité, du calcul, de l'anticipation, etc. Aucun dirigeant aujourd'hui ne parle des générations futures. Aucun dirigeant aujourd'hui ne parle de plan à moyen ou long terme. Aucun dirigeant aujourd'hui ne parle de l'Algérie des années 2025, 2030, 2050. Aucun dirigeant Algérie n'anticipe sur la réalité, le contexte mondial aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est en guerre économique, en guerre politique, en guerre psychologique, en guerre des renseignements, etc. Et dans un contexte de guerre, il faut avoir des alliés. Dans un contexte de guerre, il faut mobiliser son peuple. Or, aujourd'hui, les Algériens sont démobilisés. Ils le sont parce qu'ils n'ont aucune confiance vis-à-vis justement de ces clowns. Je m'excuse, j'exagère peut-être un petit peu, mais franchement, à l'écouter, à voir ce qu'il dit, et puis encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, un système schizophrénique, parce que théoriquement, il est secrétaire général du plus grand parti de la coalition. Ce qui veut dire que, logiquement, dans un pays normal, c'est lui qui nommerait et les ministres, etc. Il aurait vraiment son mot à dire. Mais il nous parle de hauts responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un comité central, mais il ne compte pas. C'est les hauts responsables. On ne sait pas qui. Il n'y a pas de BP. Encore une fois, bon, il a parlé quand même au pluriel. Il n'a pas dit le haut responsable. Parce que d'habitude, il nous parlait de Bouteflika, chef d'État. Exactement. Donc il faut quand même retenir qu'il a bien parlé de hauts responsables au pluriel. Il a dit au début plusieurs mains. Voilà. Donc ça rejoint. Donc aujourd'hui, la question se pose, et les Algériens se posent la question. On est en pleine crise, dans un contexte extrêmement difficile, contexte régional, avec une Tunisie en difficulté, une Libye en guerre, un Mali en guerre, un Niger en difficulté, une Mauritanie complètement déstabilisée aujourd'hui, un Maroc incertain, malgré quand même une stabilité grâce au palais. Un beau résumé. Voilà, une Méditerranée tumultueuse, on voit avec l'immigration, les trafics de drogue, un flux migratoire de Haraga de plus en plus important. L'Algérie une marine étrangère. Absolument. L'Algérie est un immense pays. L'armée ne peut pas faire face à 6300 km de frontières, 1200 km de côtes. L'armée
elle, toute seule, ne peut pas faire face aux dangers qui guettent aujourd'hui l'Algérie, parce que ces dangers-là guettent le monde entier, tous les pays. Nous sommes dans une stabilité chronique, là, dans ce quart du 21e siècle, et aucun dirigeant algérien ne se pose et n'envisage un plan pour sauver ce pays, un pays qui est aujourd'hui totalement en danger. Boukhelifa. Moi, je reviens tout simplement sur le cas de M. Ould Abbas. C'est une fin de mission. Donc, quand il est arrivé, et on sait par quelles voies et moyens il est arrivé, et donc il a été remercié de la même façon. Donc, on arrive par la petite porte, on sort par une lucarne. Donc, par une chatière. Tout au plus. Exactement, je ne voulais pas le dire, mais bon, c'est le cas. Mais aussi, je pense que les Algériens vont accorder plus d'importance à l'ancien indéboulonnable président de la FAF, qui pose problème d'ailleurs. Toutes les institutions d'Algérie posent problème. On est nommé pour des missions, mais par on ne sait quel truchement de petits rapports de force, comme s'il y avait des espèces de forces occultes qui sont en lévitation. D'ailleurs, l'image renvoie à ça. Et dans notre imaginaire, populaire, la société reste quand même en avance. Elle n'est plus dupe par rapport à ça. Elle sait que M. Ould Abbas a rempli sa mission, en fin de mission. Donc il y a un autre qui va arriver. Et puis probablement, dans la vision à court terme, qui est celle du système, parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une absence totale de vision prospective chez nos responsables. Mais pour qu'il y ait vision prospective, il faudrait que l'intelligence soit mise en valeur, soit mise en avant. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais de façon plus pragmatique, Boukhelifa, pourquoi tout ça? En fait, les Bouchereb, les Bouhadja, les Ould Abbas, les Tayyib Louh, même les Ouiyahia, ils restent malgré tout des pions très périphériques. Oui, bien qu'ils soient mis en évidence, ils ne procèdent pas de la prise de décision. Alors pourquoi faire tout ce cinéma autour de ces gens? Est-ce que cela procède d'une volonté de diversion? Ou est-ce que cela procède d'une stratégie de recomposition, de reconfiguration des forces en présence? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si c'est le cas, par qui toutes ces opérations sont mises en branle? Justement, après, franchement, ce n'est pas totalement une blague. Je plaisante un peu, mais franchement à peine. Je me demande s'ils n'ont pas écouté M. Jamaldine Benchenouf. Parce qu'ici, sur cette antenne, à 3 ou 4 reprises, il dit « Mais ce n'est pas possible ce pouvoir. Comment se fait-il qu'ils choisissent des clowns comme Ould Abbas, etc. Pourquoi ils ne prendraient pas un jeune, plus présentable? C'est pas qu'ils m'aient écouté, ils ont dû se rendre compte. Ils ont mis du temps pour s'en rendre compte. Hein. Et à quel dégât? Nous n'avons plus que 5 à 6 minutes d'émission, donc je vous demanderai d'aller un peu vite pour que nous puissions parler du sujet. Non, je laisse passer. Hein. Donc là, je pense qu'on a résumé un peu. Alors, dans ce cas, je reviens à vous. On va juste voir l'image des brutalités policières qui ont fait le buzz, pas seulement en Algérie, puis nous allons en parler. Désolé de vous infliger de telles images. D'ailleurs, ces images ont été suivies par des émeutes à Bab el-Oued dans la soirée du jeudi au vendredi. Tout le monde avait pensé que ça allait partir cette fois-ci. Mais bon, voilà. Donc j'aimerais qu'en moins de 2 minutes chacun, puissiez parler et de la violence policière et des émeutes qui se préparent très certainement. Moi, ce qui me vient à l'esprit, d'abord, c'est inhumain, c'est intolérable. On voit des policiers qui détiennent la puissance légitime de répression et tabasser, massacrer un jeune à terre
quelles que soient les raisons pour lesquelles ce jeune se trouvait à terre à ce moment-là. Il était tout seul. En tout cas, Il y avait 3 ou 4, désarmé, à terre. Ça mériterait une enquête et une sanction. La question qu'il faut se poser, c'est que la violence dans les stades et la violence dans les tribunes, surtout. La question on avait fait une émission, vous et moi, sur la violence dans le stade, où je disais, mais pourquoi la politique s'invite-t-elle au stade? Ça veut dire Parce qu'ils ont voulu mécaniquement- utiliser le stade comme Tout à fait. espace de conditionnement des foules, et c'est De devenu mise sous un espace condition d'expression psychologique. politique. Oui, on a parlé des fameuses chansons des supporters de l'Harrach, de l'USMA, du Mouloudia d'Alger, peut-être même du MCO, chansons engagées. Sid El Houari et compagnie, des chansons très engagées. J'ai même dit, c'est un rap merveilleux. Sur le 5e mandat, ils ont fait un truc Absolument, merveilleux. absolument. Le souci, c'est que nos sociologues devraient s'intéresser. Et pourquoi la politique s'invite-t-elle au stade? Et on a vu à travers des slogans qui étaient des slogans lourds, ça a justifié de la violence, certes, mais on a un gros problème. Parce que du stade, on a verrouillé tous les espaces de liberté, de démocratie. Il n'y a plus d'associations. Les jeunes, où est-ce qu'ils vont parler de leurs problèmes? Où est-ce qu'ils vont avoir un débat Et je me contradictoire? permets de vous interrompre, il reste plus de temps, 2 minutes chacun. C'est la répression tout azimut. Les journalistes sont réprimés, emprisonnés de façon totalement injuste. On a vu avec l'exemple d'Abdou Smar, mais bien d'autres journalistes. Oui, qui sont encore en prison. Absolument. Abdelkrim Zreilech, entre autres. Des artistes, des journalistes. Tout à fait, ou en liberté provisoire. Oui, absolument. On a vu les médecins qui ont été tabassés. Alors, là, on voit effectivement les jeunes, les retraités de l'AMP. Donc, c'est la politique répressive depuis l'indépendance, mais qui s'est accélérée avec les 20 dernières années, avec le règne de Bouteflika. Et aussi, ne pas oublier la violence, tous azimuts, violence sociale, violence étatique, violence institutionnelle, notamment contre les femmes. Oui. Aujourd'hui, les femmes, elles ne peuvent pas circuler librement à Ce n'est partir de pas 18 le heures. cas lors de votre dernier voyage, vous m'aviez raconté qu'en Kabylie, dans votre village, Justement. dans votre ville. J'allais en venir. Mais vite, Et malgré vite, malgré temps, cette violence, tous azimuts, Il y a des femmes et on courageuses. retrouve, c'est les poches de résistance, ce sont les femmes. On les voit dans les magasins, on les voit dans les restaurants, on les voit dans les petites entreprises, on les voit dans les universités, dans les universités, c'est le les tissu avocats, les économique. médecins. Les médecins, la justice, l'enseignement, c'est essentiellement des femmes. La réussite scolaire, c'est essentiellement les femmes. Au niveau des Mais- étudiantes aussi. Mais voilà, il y a une répression. Et tout à l'heure, quand vous parliez, peut-être qu'on reprendra ce sujet une autre fois, quand vous parliez justement de difficultés économiques, etc., des subventions qui sont allouées à des produits de première nécessité, mais aussi à l'énergie, etc. Peut-être si on devait revenir au prix réel, donner une subvention aux femmes. Nebni avait proposé une subvention. Et je suis obligé de vous interrompre. Voilà. Parce que, On en reparlera une on en autre fois. reparlera. Boukhalifa, mot alors, de la fin. Rapidement, moi je souhaiterais que notre monde politique et intellectuel s'approprie le livre, un excellent livre du docteur Boudaren, qui est psychiatre, qui s'appelle Violence sociale. C'est un excellent ouvrage qui a nécessité quand même pas mal de travail et je le conseille beaucoup parce que ça va être un outil de réflexion. Il élargit le problème de la violence des stades va au-delà, c'est toute la violence contenue dans un pays comme le nôtre, et en réalité c'est toutes les violences qui sont faites aux citoyens algériens, que ce soit des femmes, au travers des pratiques coutumières ou des conceptions ou une approche conservatrice de la société. Ce n'est pas des poches de violence, donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Boukhalifa Ben Momar, merci. Idirou Nouroun, merci. Je vous en prie. Hassan Hersh, merci. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khair, Slama.